Bon, ça fait longtemps que j'ai laissé la franchise Hellraiser de côté, après avoir traité les 4 premiers opus qui font probablement partie des meilleures vidéos de mon émission La Critique Glauque. Il est temps de reprendre le taf et de me pencher sur les suites de la saga, toutes sorties directement en vidéo. Et contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser, ce ne sera pour moi ni une épreuve, ni un mauvais moment à passer. J'aime la franchise Hellraiser, son univers, même dans ses moments les plus difficiles. Et au cas où ça n'était pas clair avec les 4 opus précédents, ou que vous n'avez pas vu mes vidéos, ne vous attendez pas à ce que je me moque de ces films. Plusieurs vidéastes ont déjà traité les films de cette façon, avec beaucoup d'humour, et sans remettre la qualité de leurs vidéos en question, ce n'est pas mon but du tout. Non. Ici, nous allons nous pencher un petit peu plus sérieusement sur leur cas, essayer de comprendre les intentions des équipes, revenir sur certaines anecdotes de tournage et de production, et bien entendu, essayer de comprendre comment nous avons obtenu ces résultats finaux parfois pour le moins décevants. Mais pas de « lol c'est trop nul, quand je les regarde je souffre ». Vous voilà prévenu. Bref, maintenant que ce petit avertissement est fait, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée au 5e volet de la saga Hellraiser. J'ai nommé Hellraiser Inferno. Alors que Hellraiser Bloodline était toujours en cours de production, il était déjà clair pour tout le monde que Dimension et Miramax, les deux boîtes des Weinstein pour faire simple, ne s'arrêteraient pas en si bon chemin et voudraient continuer à exploiter la franchise. Seulement voilà, les personnalités historiques de la saga ne semblaient plus être les bienvenues déjà à ce moment-là. Les frères Weinstein avaient déjà plus ou moins mis Parker de côté et comptaient bien continuer ainsi, mais même Peter Atkins, scénariste des Hellraiser 2, 3 et 4, savait qu'il était mis sur la touche, vu que son téléphone ne sonna jamais, alors qu'il était au courant qu'un 5e volet était dans les tuyaux. Le seul qui restait dans les petits papiers de Dimension, c'était Doug Bradley, alias Pinhead, à qui on n'avait pas donné beaucoup d'infos, mais à qui, immédiatement après la sortie du 4e volet, Bob Weinstein demanda de le tenir au courant de ses éventuels tournages et disponibilités. Le message était assez clair. En fait, les intentions de Dimension/Miramax étaient assez évidentes. Continuer la saga, mais repartir en quelque sorte à zéro, avec une nouvelle équipe, pour une nouvelle direction. Avec des films beaucoup moins coûteux et des idées plus facilement déclinables pour de nombreuses suites, un petit peu comme pour la franchise Halloween dont il détenait également les droits. Et on sait tout ce que ça a donné. Souvenez-vous de Michael Myers, de ce visage lisse et pâle, de ce masque inexpressif. Mais avant d'aller plus loin dans la genèse de Hellraiser Inferno, laissez-moi vous présenter le superbe sponsor de cette vidéo, j'ai nommé Freaks On. Et oui, la plateforme de VOD français spécialisée dans le cinéma de genre Freaks On est mon partenaire pour tout le mois de juillet. Et c'est une chance, surtout quand on sait que dans leur catalogue déjà bien fourni de dizaines et de dizaines de films d'horreur de tous les horizons et de toutes les époques, vont venir s'ajouter Sharknado 4, 5 et 6. De quoi passer de merveilleuses soirées entre potes, à bouffer de la bière et à boire de la pizza, un truc du genre. Et si vous êtes trop calme et trop sérieux pour pouvoir apprécier les Sharknado, on peut le comprendre. Mais dans ce cas-là, je vous conseille de vous tourner plutôt vers les nombreux documentaires disponibles sur la plateforme. Personnellement, mes préférés sont celui sur Massacre à la tronçonneuse ou sur Lucio Fulci, Fulci for Fake, qui est vraiment exceptionnel. Je vous le recommande très chaudement. Puis bon... pour 4,99€ par mois, avec 2 semaines d'essai gratuits, pour être sûr que vous ne fassiez pas une erreur, qu'est-ce que vous attendez? Allez, foncez et allez tester l'offre de Freaks On. Franchement, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Bref, Dimension lança un appel à projet bien décidé à profiter de la fanbase de Hellraiser et de cet univers riche que l'on pouvait entreapercevoir dans les comics. Ils reçurent une douzaine de propositions sérieuses qu'ils envisagèrent, dont l'une des plus fameuses était celle du célèbre éditeur Stephen Jones et de son ami l'auteur de best-seller Michael Marshall Smith, tous deux soutenus par l'équipe marketing des 3 premiers films.
Cela devait s'appeler Hellraiser Hellfire. Ça, c'est un nom qui claque. Et on devait y suivre un culte nommé The Nine et dont le boss avait obtenu des pouvoirs magiques après avoir pactisé avec un certain Pinhead. Leur but aurait été d'ouvrir un portail qui aurait lié notre monde à la dimension des Cénobites, histoire d'invoquer le Léviathan lui-même chez nous. Seule une pauvre bibliothécaire, spécialiste en ouvrages anciens, aurait pu s'élever contre ce culte démoniaque. Mais on aurait également vu d'anciens personnages faire leur retour, comme Kirsty par exemple, qui serait venu en mode complètement cinglé à cause de ses précédentes rencontres avec les Cénobites, mais également les Cénobites eux-mêmes. On aurait revu Butterball, Chatterer et de Female Cénobites, ça aurait été pas mal. Il y avait même un traitement très particulier qui était réservé à la ville de Londres, qui aurait été transformé en quelque sorte en personnage à part entière, et dont l'histoire aurait tout simplement été incorporée au mythe des Cénobites, un petit peu comme Lovecraft l'aurait fait. Une bien belle manière de mélanger fiction et réalité. Bref, j'aurais bien aimé voir ça. Seulement voilà, malgré un fort soutien de la part de Peter Atkins et de Doug Bradley, cette proposition ne sera pas retenue, certainement jugée trop ambitieuse, et doit probablement toujours dormir dans les tiroirs d'un bureau de Los Angeles aujourd'hui, attendant patiemment son heure. En parallèle, un duo de jeunes cinéastes, fraîchement diplômés de l'Université californienne de cinéma et dont les travaux communs font pas mal parler d'eux à l'époque, se présente avec un scénario écrit ensemble qu'ils jugent un petit peu trop osé, mais ils tentent malgré tout leur chance. Ce duo est composé de Paul Harris Boardman et de Scott Derrickson. Oui, le Scott Derrickson qui réalisera plus tard L'exorcisme d'Emily Rose, Délivrez-nous du mal, ou surtout Sinister et Black Phone, sortis tout récemment, et dont à peu près la moitié des films sera écrit ou coécrit par son compère d'alors, Paul Boardman. Un duo solide aujourd'hui, connu et apprécié de beaucoup d'amateurs de cinéma d'horreur, qui à l'époque doit encore faire ses preuves. Et il propose à Weinstein une drôle d'histoire à base de détectives tourmentés qui captent leur attention. Ça y est, ils sont engagés pour écrire le scénario, une première victoire. Mais Scott est gourmand et demande à Bob l'autorisation de réaliser le Hellraiser, ce qui fait hésiter le producteur. Fidèle à lui-même, le boss de Dimension file $10 000 au jeune Derrickson et lui demande de tourner une scène test, histoire d'essayer de le convaincre. La suite de l'histoire, vous la connaissez certainement. Scott fut engagé pour réaliser le film et ce fut le début de sa carrière de réalisateur, alors même qu'avec son copain Paul, ils obtenaient également l'écriture du scénario d'une suite du slasher Urban Legends. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à Hellraiser Inferno et à ce qu'il tente de nous raconter, car ce n'était pas forcément évident de passer après Bloodline, son ambition et son final pour le moins dantesque. Dans Inferno, nous suivons Joseph Thorne, inspecteur de la police de Détroit qui enquête sur le meurtre d'un certain Jay Shaw, que Thorne a côtoyé au lycée et qui est donc mort dans des circonstances étranges, dans ce qui ressemble à une sorte de rituel occulte. Sur les lieux du crime, Joseph trouve un doigt d'enfant ainsi qu'un étrange cube qui, à coup sûr, parlera aux fans de la franchise Hellraiser. Il se met alors sur la piste d'un tueur en série qui se ferait appeler l'ingénieur. Mais à partir du moment où Thorne met la main sur le fameux cube, qui s'avère être une sorte de casse-tête, et décide de le résoudre, il est en proie à d'étranges visions, véritables cauchemars des plus terrifiants. De drôles de créatures lui apparaissent et le fameux ingénieur semble être sur sa piste à lui alors qu'il pensait remplir le rôle du chasseur dans cette affaire. Pire encore, les gens autour de lui se font tuer un par un de façon atroce et il se retrouve au cœur de ce qui ressemble à un complot contre lui, rien que ça. Voilà pour le concept de base du film. Mais bien sûr, il y a quelques détails scénaristiques assez intéressants sur lesquels j'ai bien envie de revenir. Du coup, ça va spoiler sec, hein. Mais bon, le film a plus de 20 ans, donc je considère que si vous aviez envie de le découvrir avant de regarder la vidéo, ce serait fait. Venez pas chouiner dans mes commentaires, s'il vous plaît. Et laissez un pouce bleu, hein. Ce cher Joseph Thorne n'est pas exactement un flic ordinaire. Il est ce que l'on pourrait appeler un ripou, un corrompu, qui dérobe des objets sur les lieux du crime, maltraite les suspects, les témoins ou même certains de ses collègues, à un indice pour le moins discutable qu'il laisse perpétrer ses activités criminelles en échange d'informations. Et surtout, lorsque des preuves se mettent à l'accuser lui, il n'hésite pas à les dissimuler, voire à manipuler son partenaire pour qu'il le couvre, et même oriente les preuves pour potentiellement le faire accuser à sa place. Et ce, sans le moindre remords. En plus de ça, même dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu un sale type. Il trompe sa femme avec des prostituées, rabaisse constamment son partenaire, est un père absent pour sa petite fille et un fils absent pour ses parents qui dorment en home et auxquels il ne rend jamais visite, etc.
Et en dehors de Joseph, nous pouvons bien sûr compter sur la présence de Cénobites qui viennent faire le lien avec le reste de la franchise. Tout d'abord, de nouveaux ou nouvelles, les Twins au concept sympathique, mais également le retour de Shatterer au design quelque peu réactualisé puisqu'il a perdu la partie inférieure de son corps, et celui de Pinhead, toujours incarné par ce bon vieux Doug Bradley, et qui est, spoiler, la véritable identité de l'ingénieur. Mais ça, vous vous en doutiez déjà très certainement. Pinhead est ici pour tourmenter Thorn, mais nous reviendrons plus en détail là-dessus un petit peu plus tard. Et clairement, dès le départ, on voit bien que ce Hellraiser Inferno cherche à repartir sur de nouvelles bases. La consigne principale de Dimension était « Ce film doit pouvoir exister comme un stand-alone loin du reste de la saga ». Et c'est le cas ici. Mieux encore. Ou pire. C'est selon. Ce Hellraiser Inferno s'inscrit dans la lignée de nombreux films populaires de l'époque, à commencer par Le Silence des Agneaux par exemple, mais surtout, évidemment, Seven de David Fincher. J'en ai déjà brièvement parlé lors de ma vidéo sur Spiral, dernier volet de la saga Saw, mais fin des années 90, début 2000, tous les thrillers américains ou presque marchaient sur les traces de Seven en termes d'ambiance, de ton et d'esthétique. Et c'est un petit peu le cas de Hellraiser Inferno également, dont l'atmosphère poisseuse nous rappellera d'une certaine façon le classique de Fincher. Mais surtout, nous avons les meurtres gimmicks qui flirtent toujours avec l'horreur dans les deux films. Dans celui de Fincher, il y a l'idée des 7 péchés capitaux, bien entendu, mais ici, il y a la destruction de l'innocence, symbolisée par les doigts d'enfant laissés sur chaque scène de crime. Ils remplissent le même objectif et ajoutent de l'enjeu au film, celui de la course contre la montre. Au-delà de l'envie d'arrêter un meurtrier en cavale, les enquêteurs doivent sauver les futures victimes. Dans Seven, ils savent qu'il y aura une victime pour chaque péché capital. Dans Inferno, Joseph essaye de sauver le petit garçon victime de l'ingénieur, propriétaire des doigts coupés qui serait toujours en vie. Un double objectif. Pour un enjeu double. Mais surtout, Hellraiser Inferno reprend de nombreux codes du film noir. Celui qui saute le plus aux yeux est probablement la voix off de Joseph Thorn, que l'on entend à maintes reprises et qui nous permet de suivre ses raisonnements et également d'en apprendre sur lui, sa psychologie. Dans la même idée, l'utilisation de la photographie et de l'éclairage pour souligner les états d'esprit de notre personnage principal est également une caractéristique commune des films noirs. Ici, nous mettrons en avant des lumières très contrastées, par exemple très chaudes lorsque Joseph est avec sa famille ou dans son bureau en position de force, mais également très froides et plus sombres lorsqu'il est dans la rue sur les traces de l'ingénieur. Notons également que les personnages secondaires sont très caricaturaux, réduits à de simples idées ou de simples stéréotypes. La prostituée, le partenaire, le commissaire, l'épouse, l'indique, etc. La plupart des personnages n'ont pas vraiment de personnalité et se limitent à leur rôle dans l'histoire, mais c'était également un code très fort dans les films noirs. Je mettrai juste en avant l'absence ici de la femme fatale, intelligente et manipulatrice, qui mène souvent le héros par le bout du nez dans le film noir, et qui est absente ici, mais plus ou moins remplacée par le docteur Gregory, qui remplit un rôle similaire, même s'il ne remplit pas le quota de jolie femme présente à l'écran. Enfin, le point le plus important est peut-être l'ambiguïté morale de notre anti-héros, et également une caractéristique très prisée du film noir, aux détectives souvent torturés, animés par des motivations pour le moins critiquables. Et ici, j'ai déjà dressé un portrait peu reluisant de ce cher Joseph, et pourtant, il parvient à ne pas totalement se faire détester par le spectateur pour plusieurs raisons. La première, c'est sa dévotion pour les enfants. Le fait que l'antagoniste laisse des doigts d'enfant sur chaque scène de crime l'énerve, lui donne envie de mettre un terme à ses agissements et cela joue en sa faveur, parvenant même à faire oublier au spectateur que son indique, qu'il laisse impunément en liberté, est un dangereux pédophile, et que lui-même finalement est complètement absent pour sa fille. L'angle de caméra choisi lors de sa première apparition dans le film n'est d'ailleurs pas anodin, puisqu'il est fait pour nous faire ressentir un certain malaise, nous donner l'impression que quelque chose est anormal dans la scène. Ce qui deviendra un enjeu important du film. Et oui, je me la pète avec ma petite boîte de Le Marchand. Je l'ai dit précédemment, mais l'un des enjeux cruciaux du film, c'est la protection de l'innocence. Joseph Thorn se bat pour sauver un enfant, symbole de cette innocence que sa propre fille représente également. Et à la fin, nous nous rendons compte qu'en fait, toute l'histoire que nous suivons est l'enfer personnel de Joseph, sa punition, orchestrée par Pinhead, et qu'il est condamné à revivre en boucle. Nous comprenons que c'est lui, le meurtrier, le responsable des crimes, et que sa punition est de revivre toutes ces situations. Ainsi, les doigts d'enfant qu'il retrouve à chaque scène de crime sont en fait les siens, car c'est son innocence à lui qu'il a assassiné. C'est également la raison pour laquelle nous assistons à de nombreux flashbacks de son enfance, et que plusieurs scènes se déroulent dans sa chambre d'enfant, mais ça explique aussi pourquoi ses parents, puis sa femme et sa fille, comptent parmi les victimes. Nous voyons les changements entre le lui enfant et le lui adulte, et le soin qu'il accorde à ses êtres chers. Pinhead lui montre de façon assez subtile, via tous les événements et meurtres du film, la manière avec laquelle il a depuis longtemps détruit son innocence. Et l'état
gelée de sa femme et de sa fille à la fin est une métaphore directe de l'état dans lequel il les a mises à force d'être absents à cause du temps qu'elles ont passé à l'attendre. Notons également les nombreuses répliques autour de l'innocence et de l'enfance, comme le docteur Grigory, en réalité Pinhead, qui dit carrément « J'envie les enfants, j'envie leur innocence ». C'était un message direct à Thorne. Et si cette idée de l'homme brisé, corrompu, qui cherche à tout prix à protéger son innocence est en soi intéressante, celle qui a été le plus critiquée, c'est celle de l'enfer personnel de Joseph Thorne. Sa damnation, directement infligée par un Pinhead plus moralisateur que jamais. Bah oui, la conclusion du film est donc que Thorne est enfermé dans une boucle infernale, son enfer personnel, concocté par Pinhead spécialement pour lui. On sort complètement du rôle des Cénobites jusqu'ici dans la franchise, et c'était bien sûr volontaire de la part de Derrickson, qui est un presbytérien très croyant. C'est un genre de protestant, en quelque sorte. Il qualifie d'ailleurs lui-même Inferno comme moralement beaucoup plus ambitieux que tous les autres films de la saga, ce qui agacera beaucoup de fans. Jusqu'ici, les Cénobites n'étaient pas spécialement affiliés à l'enfer ou même au paradis, c'était important pour Barker, puis pour Peter Atkins. Ils étaient garants d'une sorte de neutralité et apparaissaient à ceux qui les appelaient indépendamment de leur péché ou de leur pureté présumée. Tu les appelles, ils arrivent et ils te feront connaître le plaisir absolu de la souffrance, tout simplement. Ici, Pinhead est beaucoup plus proche du diable tel qu'on le conçoit dans certaines religions, comme une sorte de juge ou de bourreau, de gardien moral, qui vient punir Joseph Thorne pour ses péchés. Cela a beaucoup gêné Clive Barker lui-même, et c'est la raison principale pour laquelle il a largement conspué le film, en disant publiquement qu'il le détestait, et ce, à plusieurs reprises. Parce que le rôle de Pinhead lui semblait être en contradiction totale avec tout ce qu'il avait toujours imaginé pour Hellraiser. D'ailleurs, Scott s'est exprimé publiquement à ce sujet, et c'est encore plus mis à dos une partie des fans de la série, en disant qu'il s'attendait à ce que Barker n'aime pas trop son film, peut-être parce qu'il n'arrivait pas à admettre que Hellraiser Inferno était meilleur que tous les films réalisés par l'écrivain, et en disant qu'à partir du deuxième opus déjà, les films Hellraiser étaient tous mauvais. Je veux dire, on a le droit de le penser, c'est clair, mais c'était peut-être pas très bien joué en termes de communication de la part de Derrickson. Enfin bref, beaucoup ont eu un problème avec ce nouveau rôle de la part de Cénobites, mais également à propos du peu de temps de présence à l'écran de ces Cénobites. Car oui, même si nous avons eu de nouvelles créatures à ajouter au bestiaire de Hellraiser, toutes imaginées par Gary Tuniclife et son équipe, elles n'ont pas énormément de temps à l'écran, il faut bien l'avouer. Pourtant, les Cénobites ont demandé énormément de travail en termes de maquillage et de costumes, comme d'habitude. Déjà, quand Tuniclife fut contacté par Dimension, il accepta tout de suite de revenir bosser sur la saga, et ce malgré le peu de budget qui lui était proposé. Et lorsque son assistante lui fit remarquer que c'était tout bonnement impossible de remplir leur contrat pour ce film avec de telles conditions, il prit la décision de ne juste pas se payer. Il bossa durant 1 mois sur le film et ne toucha pas un centime là-dessus, puisqu'il devait payer son équipe, le matos et les accessoires. Pire encore, comme il n'avait qu'une équipe très réduite et n'avait pas de quoi leur payer des heures supplémentaires, il dut lui-même faire de nombreuses heures sup en sacrifiant son temps de sommeil. Ainsi, il eut même une période très compliquée de presque 100 heures sans dormir, durant laquelle il fut particulièrement épuisé au point d'avoir des hallucinations à la fin. Tout ça pour en plus, selon ses propres dires, ne pas être très fier des Twins qu'il imaginait autrement avant le tournage. Mais bref, il avait accepté pour rester proche de Dimension et pouvoir bosser sur de projets futurs avec eux, ce qu'il obtint, donc tout est bien qui finit bien. Mais nous pouvons aussi parler de Doug Bradley qui n'eut que 3 jours de tournage, ce qui le déçut assez amèrement, sachant qu'en plus, lors de son 3e jour, il ne travailla pas à 100% puisqu'ils firent tous la fête pour célébrer sa 100e journée dans le costume et maquillage de Pinhead, ce qui était également une initiative de Tuniclife. Doug Bradley dira d'ailleurs plus tard que s'il a accepté, c'était pour éviter que quelqu'un d'autre ne s'empare de son rôle. C'est lui, Pinhead. Mais aussi peut-être un petit peu parce qu'il était extrêmement bien payé pour chaque jour de tournage. Il dira d'ailleurs qu'il aurait aimé que ça devienne ses standards, ses tarifs standards. Il aurait été très très riche. Ben, c'est pas le cas. Mais enfin, le résultat est là. On ne voit presque pas Pinhead dans le film, et c'est pourtant sa tête à lui qui est affichée sur le poster, et ça a déçu pas mal de spectateurs à l'époque. La raison est simple, Derrickson voulait revenir à l'esprit d'origine de la saga, car rappelons que dans le premier film, on ne voit les Cénobites que très peu, et que les vrais monstres sont les humains, comme ici. Et franchement, il a raison, c'est plutôt louable. Mais il est tout de même revenu depuis sur cette idée en déclarant que, si c'était à refaire, Pinhead serait tout de même un petit peu plus présent pour contenter les fans. Personnellement, je n'ai aucun problème avec le peu de temps d'écran de Pinhead et des autres Cénobites. Le problème ici, selon moi, c'est plus la communication marketing autour du film, avec Pinhead en figure de proue du projet. Mais ça, c'était déjà le cas pour le premier film, et je vous renvoie vers ma vidéo si vous ne l'avez pas encore vu.
Heureusement que Pinhead a toujours son aura, grandement aidé par un Doug Bradley toujours bien charismatique, qui a d'ailleurs ajouté et modifié plusieurs lignes de dialogue car, de son propre aveu, Derrickson n'arrivait pas à bien cerner son personnage et lui faisait confiance. On regrettera peut-être l'éclairage un petit peu trop bleu, un petit peu trop fort, sur son visage parfois en trop gros plan, et un certain manque d'ombre, d'obscurité qui contribue à désacraliser un petit peu le personnage, de même que son nouveau traitement. Welcome to hell. Sinon, le film a d'autres idées très intéressantes, comme celle du duel entre Thorne et Pinhead. Inferno s'ouvre littéralement sur une partie d'échecs entre Thorne et un professeur, durant laquelle il massacre le prof assez rapidement. Cette scène est évidemment annonciatrice de ce que tout le film va être, mais c'est aussi la raison pour laquelle Joseph va se frotter au défi de la boîte de Le Marchand. Il aime les énigmes, les jeux, les défis, mais surtout, il aime gagner et humilier ses adversaires. On le sait dès cette scène d'ouverture, encore une fois, puisque nous avons un match de basketball en arrière-plan, et qu'en répondant au téléphone, Joseph dit qu'ils ont gagné le match mais qu'ils auraient dû marquer 20 points de plus. Pareil dans sa relation avec son partenaire qu'il ne cesse d'humilier avec des calembours, des jeux d'esprit que l'autre a du mal à comprendre. Nous comprenons, nous, en quelques lignes de dialogue, que c'est un rituel journalier, que Joseph se croit beaucoup plus intelligent que son camarade et qu'il prend beaucoup de plaisir à le lui montrer dès qu'il le peut. C'est un trait de caractère qui lui vient directement de son enfance car on le voit très solitaire durant les flashbacks, en train de jouer tout seul pour passer le temps. Ce qui explique peut-être pourquoi il aime se divertir tout seul, même adulte, en faisant des tours de magie, par exemple, ce qu'il semble ne pas faire pour sa fille. Bref, la partie d'échecs avec Pinhead, en revanche, ce jeu du chat et de la souris, il ne pouvait pas le gagner. C'était impossible. Et c'est résumé en une seule phrase, répétée à plusieurs reprises dans le film « Si tu chasses l'ingénieur te chassera », ce qui résonne, à terme, comme un avertissement. Et même Pinhead, dans ses dialogues de fin, fait référence à une partie d'échecs. C'est dire à quel point c'était important pour Boardman et Derrickson. Enfin, le plus drôle dans cette histoire de jeu, c'est peut-être que Craig Sheffer, l'interprète de Joseph Thorne, est dans la vraie vie un véritable amateur de puzzles et de casse-tête en tout genre. D'ailleurs, il y a quand même 2-3 trucs intéressants à dire sur Craig Sheffer. Déjà, il avait déjà joué dans un film lié à Barker, puisque c'est lui, Boone, le personnage principal de Nightbreed ou Cabal, réalisé par Clive. C'est marrant d'opposer ces deux anti-héros, d'ailleurs. Boone cherchait à garder le monstre en lui enfermé, tandis que Thorne, lui, n'a pas de problème à laisser le monstre en lui s'exprimer. Dans Cabal, tout le film nous montre que les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on pense, et nous voyons le cheminement de Boone pour finir par s'accepter tel qu'il est. Dans Hellraiser Inferno, Thorne est puni durant tout le film pour avoir laissé le monstre s'exprimer, justement. Nous tenons peut-être ici tout simplement les différences majeures de perception de l'horreur entre Scott Derrickson et Clive Barker. Mais en dehors de ça, si Thorne n'est pas totalement détestable, c'est en grande partie grâce au jeu de Sheffer qui, selon plusieurs témoignages, s'est vraiment donné à 300% pour donner vie à son rôle et le rendre le plus humain possible. On arrive à comprendre cet enfoiré, ses motivations et à retrouver son humanité lorsqu'il s'inquiète pour ses parents, sa famille, grâce aux expressions qui animent son visage, entre autres. Et heureusement, parce que sinon, ce personnage aurait juste été une ordure et tout le film serait un petit peu tombé à l'eau. Finalement, tout tient la route. Les enjeux, le personnage principal, cette idée de la damnation, de l'enfer personnel imaginé par Scott Derrickson, qu'on peut considérer comme incohérente avec le reste de la saga, mais si on considère que le film est un stand-alone, bon bah ça peut se tenir, pourquoi pas ? J'en suis pas fan, mais je suis prêt à l'accepter, on va dire. L'une des envies de Dimension était de rendre Hellraiser plus accessible au grand public. Parce que les deux premiers, ils étaient un peu durs d'accès, on va dire. Et franchement, ça a plutôt bien réussi. On a quitté la neutralité originelle des Hellraiser pour une vision du bien et du mal beaucoup plus biblique, j'ai envie de dire, très manichéenne, avec une idée très religieuse de la damnation très très loin de la modernité mise en place par Clive Barker avec son mythe original. Mais le pire du pire, c'est qu'il existe une rumeur qui a la dent dure, et qui dit qu'à la base, le scénario de Hellraiser Inferno ne devait pas être un Hellraiser, et qu'on y aurait donc ajouté Pinhead et les Cénobites pour faire le lien entre le film, son histoire et la saga Hellraiser. Bah oui, ça expliquerait pourquoi les Cénobites y sont si peu présents, pourquoi on s'est tellement éloigné de l'univers initial des Hellraiser. Et en plus, c'est Doug Bradley lui-même qui a fait partie de ceux qui ont propagé cette rumeur. Pourtant, Derrickson l'a contredit plusieurs fois, en expliquant que si, ce scénario a été pensé dès le départ pour être un Hellraiser. Alors, on ne saura jamais qui ment ou qui se trompe, d'autant que par la suite, on a vu des scénarios prévus pour des projets originaux être transformés pour correspondre à l'univers de la saga. Mais rien que le fait que la rumeur existe encore aujourd'hui prouve que beaucoup se
se sont posé la question. À titre personnel, j'ai tendance à croire Derrickson, surtout quand on sait qu'il a eu une liberté totale, que le producteur représentant Dimension sur le tournage, David Jordan, a validé la toute première version du script sans aucun souci et n'était pas très présent, préférant se consacrer à Scream 3 où là, Wes Craven en a chié. Non, vraiment, les Weinstein et Dimension ont laissé à Derrickson une paix royale. Et d'ailleurs, contrairement au Hellraiser précédent, le tournage de celui-ci s'est déroulé sans accroc et a terminé dans les temps, tranquillement, ce qui était assez rare avec les prods Miramax et Dimension à l'époque. Et du coup, on peut estimer que Derrickson a eu l'opportunité de s'exprimer comme il le voulait, et que même si c'était une toute première expérience en tant que réalisateur sur un long métrage, on peut y retrouver certaines de ses caractéristiques futures et quelques bonnes idées de mise en scène. Déjà, c'est plus ou moins lui qui a apporté les jumpscares dans la franchise, quoi qu'on en pense aujourd'hui, et qui était très rare dans Hellraiser avant ça, voire totalement absent des 3 premiers. Derrickson, lui, comme son compère de la même époque, un certain James Wan, utilisait déjà le sound design pour faire sursauter l'audience. Il confirmera d'ailleurs en interview avoir apporté un soin tout particulier à ce niveau, et que le travail de Creative Café, de Peter Brown et de Byron Miller ont beaucoup contribué à l'atmosphère générale du film. Notons par exemple la scène durant laquelle Joseph parle à son indique, l'agresseur d'enfants, et qu'on entend des rires de gamins dans le parc derrière eux, ce qui donne tout son sens à leur dialogue. Ça paraît anodin, mais c'est bien pensé et bien utilisé. Il y a également quelques fulgurances en termes de mise en scène et d'esthétique, comme durant la scène où il voit son partenaire se faire assassiner et qui nous donne l'impression qu'il a une vue directe sur ce qui se passe dans son propre esprit. Il se trouve dans une pièce sombre, ouvre des fenêtres qui ne donnent sur rien et assiste au meurtre via un télescope. À ce moment-là, le spectateur voit la même chose que lui, on est aussi démuni que lui, témoin comme lui de ce crime crapuleux. La scène entière est finalement un indice assez consistant que ce à quoi on assiste n'est pas réel, que c'est dans sa tête ou surnaturel, mais que ce que nous regardons nous n'est en aucun cas la réalité. Il y a également la scène du massage sous la peau qui vient parfaitement représenter la façon avec laquelle Thorne se laisse détruire par ses propres fantasmes et que Barker lui-même n'aurait pas renié. Sinon, on sent quand même bien les nombreuses influences de Derrickson ici. Outre le film noir et Seven que nous avons déjà passé en revue, nous pouvons citer le cinéma de David Lynch ou encore l'échelle de Jacob. Plusieurs scènes ont ce côté onirique durant lesquelles Derrickson joue avec notre perception et qui rappellent ses œuvres. Il joue également beaucoup avec les éclairages et la photographie pour jouer avec les différents niveaux de réalité que nous voyons dans le film, nous faire comprendre les états d'esprit qui traversent Joseph Thorne, mais aussi accentuer l'atmosphère qu'il cherche à mettre en place et sa façon de perdre le spectateur. Il pouvait aussi compter sur des effets spéciaux solides, mais malheureusement, le peu de CGI utilisé dans Inferno a aujourd'hui un petit peu mal vieilli, malgré tout le talent de Jamison Goey, qui s'est beaucoup inspiré de Terminator 2, notamment lors de la scène de gel et des langues de Cénobites. Et malheureusement, si les références se ressentent si fortement, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Nombreux sont ceux qui ont regretté que les Cénobites ressemblent plus ici aux hallucinations de l'échelle de Jacob qu'aux potes habituels de Pinhead. On regrettera aussi parfois une ambiance un petit peu trop proche d'autres films, pas toujours parmi les plus réussis. Mais c'est compréhensible quand on sait que Deborah Raymond, responsable de la production design, a bossé sur Witchmaster, le Precon 4, Ringmaster, Scanner Cop et bien d'autres encore. Puis bon, la liberté totale qu'on a laissée à Derrickson, un tout jeune réalisateur, est à double tranchant. Tous ceux qui se sont plaints de cette nouvelle direction, du manque de cohérence dans l'univers, des références trop évidentes, du traitement de Pinhead ou de l'idée ridicule des 2 cow-boys karatékas qui sortent de nulle part, et qu'absolument tout le monde a détesté, à commencer par les proches de Derrickson et que même lui regrette aujourd'hui, bah ça aurait pu être évité si Dimension avait pris le projet plus au sérieux et avait soutenu un réal encore très inexpérimenté. Seulement 2 millions de budget, une enveloppe vraiment très maigre pour les effets spéciaux, aucune présence ou presque durant le tournage, une mauvaise communication également, que ce soit au marketing ou même par rapport à Boardman et Derrickson qui ne savaient même pas que ce serait un direct-to-video. Bref, ce sera le tout premier épisode d'une longue série à ne sortir qu'en vidéo, ce qui n'était pas forcément mal vu à ce moment-là. Seulement voilà, c'était la preuve que Dimension avait classé la saga comme mineure comparé à d'autres de leur catalogue et que son développement artistique n'était peut-être plus une priorité. Est-ce que cela fait de Inferno un mauvais film en soi ? Il a été fortement critiqué à l'époque de sa sortie, mais aujourd'hui, il a été plutôt réévalué par bon nombre de critiques et de spectateurs. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que le film s'en sort plutôt bien, et est vachement ambitieux comparé à ceux qui vont suivre. Mais il a ouvert la porte à toute une série de nouvelles exploitations un petit peu osef d'un univers à la base riche et des plus prometteurs. Pas de quoi se moquer de Hellraiser Inferno, mais de quoi être déçu, oui, certainement. Gardons à l'esprit que c'était le premier long métrage d'un réalisateur qui a, aujourd'hui, fait nettement mieux. Pour la plupart des observateurs en tout cas. Bref,
C'est déjà la fin de cette vidéo. J'avais beaucoup à dire, et ce bien que les informations autour du film sont un petit peu plus rares que pour les opus précédents, ou en tout cas, plus dures à trouver, dirons-nous. Encore merci à Freakson pour leur soutien, vous trouverez bien sûr tous les liens dans la description, je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil. J'espère que tout ça vous aura plu, et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.